Mesdames et messieurs, bonsoir. Ah, Bernard, depuis tout ce temps, mais que deviens-tu désormais? Comment vas-tu? Salut vieux. Écoute, effectivement, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Désormais, j'interviens en entreprise dans le cadre de la prise en compte de la santé mentale. Je mets en place des protocoles de soutien psychologique. Et puis, parallèlement à cela, j'ai un cabinet de psychanalyse et de sophrologie. Ce qui me permet d'ailleurs de faire également de la préparation mentale, la psychanalyse pour le travail d'introspection, de connaissance de soi. Et puis la sophrologie pour l'aspect plus technique avec des exercices de relaxation dynamique et d'autres de visualisation. Ah ouais, alors si je comprends bien, avant tu tirais sur les gens, et maintenant tu les accueilles dans ton cabinet pour les soigner. Ah, je reconnais bien là ton humour. C'est pas tout à fait exact. Mais il est vrai que au cours des opérations, dans la vie du GIGN, il y a de nombreuses ouvertures du feu. Mais sais-tu que les opérateurs ne ripostent que dans 25% des cas? Tu sais également, pour m'avoir côtoyé à l'époque, que 80% de mon temps était de l'entraînement et on descendait quotidiennement au stand de tir pour tirer des dizaines, de centaines de cartouches. On avait d'ailleurs coutume de dire que l'arme devenait le prolongement de notre bras. Ce qui fait que de la même manière que toi, lorsque tu as soif, eh bien, tu tends le bras pour prendre un verre d'eau, eh bien, eux peuvent appliquer un tir là où ils l'ont décidé. C'est-à-dire dans l'épaule du bras qui tient l'arme. Le GIGN, c'est un groupe d'intervention de gestion des crises. Des crises? C'est quoi exactement toutes ces crises? Je ne sais pas si vous avez eu le loisir de googliser le mot crise, mais pour l'avoir fait, vous tombez immédiatement sur les deux premières définitions du Larousse. Dont la première vous indique que c'est un changement important dans la vie d'une personne ou d'un groupe. Bon, jusque-là, on n'apprend pas grand-chose. C'est un peu ce qui nous arrive à tous régulièrement, peut-être même pour certains d'entre vous, plusieurs fois par jour. La seconde, c'est fort ressenti d'un sentiment ou d'une émotion. Donc là, je m'aperçois qu'on va de la crise de rire à la crise de larmes. Je change de page, j'essaie de trouver une définition qui réponde un peu mieux à mon attente, que je puisse au moins la développer. Et là, je tombe sur une troisième qui m'a dit que la crise, c'est l'adaptation à un changement brusque. Parfait, je m'amusais avec ça. Virgule, ou un changement long qui nécessitait une adaptation. Donc de nouveau, je me retrouve devant une définition qui faisait encore le grand écart. J'en cherche d'autres. Ce ne sont pas des dizaines que je vais trouver, mais des centaines. Et là, j'ai dû faire un premier constat, c'est que la crise avait le critère d'importance qu'on lui accordait. Que c'était la perception que nous en avions qui était essentielle. Et ça, c'est différent. Parce que si on parle de perception, ça va dépendre de chacun d'entre nous, car nous sommes tous uniques. Ça va donc dépendre de notre personnalité. Et parmi nous, il y a des indépendants, des objectifs, des anxieux, des extravertis, des compétiteurs, vous savez, ceux qui aiment bien aller à l'affrontement. Et il y en a bien d'autres dans d'autres types de catégorisation. Et puis il y a tous nos petits légers troubles de la personnalité, nos petites névroses. Vous avez tous remarqué qu'autour de nous, il y a des gens dont on dira, tiens, ils sont un peu parano, un peu narcissiques, un peu hystériques, et d'autres qui ont des sautes d'humeur. Mais c'est pour ça qu'on les apprécie, c'est pour ça qu'on les aime. C'est leur personnalité, tout simplement. Ça va dépendre également de notre humeur du moment. On ne réagit pas de la même manière quand on est réveillé en pleine nuit, à 3 heures du matin, en sommeil profond, plutôt qu'un peu plus tard dans la journée, tiens, en fin de matinée, bourré de caféine, encore à l'heure de la sieste, en fin d'après-midi, ou l'heure à laquelle on va aller se reposer, 22, 23 heures. Et encore, ça va dépendre de la manière dont s'est déroulée la journée. Et sur un cycle plus long, on n'est pas dans la même disposition, dans le même état d'esprit, avant de partir en vacances, après une année de travail, qu'au retour, 2, 3, 4 semaines plus tard, redynamisé, revitalisé avec des projets plein la tête. Ça va dépendre également de notre histoire personnelle. On ne réagit pas de la même manière à 20, 40 ou 60 ans. Je suis bien placé pour le savoir. On n'a pas vécu les mêmes chocs émotionnels. On n'a pas subi les mêmes traumatismes. Donc nos traces de vie sont différentes. Personnalité, humeur du moment, histoire personnelle. Ah, j'oubliais. Ça va dépendre de notre inconscient. Cet inconscient qui vous pousse à vivre avec la personne avec qui vous vivez, ou vivre seul. Cet inconscient qui vous pousse à vivre là où vous vivez, cet endroit que vous affectionnez particulièrement. Et si ce n'est pas le cas, c'est celui que vous allez choisir pour partir en vacances. La mer pour les uns, la montagne pour les autres. D'autres iront faire des balades dans les bois. Cet inconscient qui vous a poussé à faire le métier que vous faites. Et pour certains d'entre vous, je suis sûr que c'est un rêve de gosse. Vous avez toujours rêvé d'être pompier, médecin, ingénieur, artiste, sportif, manager, patron. Cet inconscient
qui vous a poussé à venir ici, aujourd'hui, pour écouter les différents intervenants. Et vu le nombre que vous êtes, il est évident que vous n'avez pas tous un lien de parenté avec eux. Non, vous êtes venus parce que c'était comme ça, parce que vous en aviez envie, tout simplement. Personnalité, humeur du moment, histoire personnelle, inconscient, voilà bien des raisons pour lesquelles, tous autant que nous sommes ici, sommes bien plus différents les uns les autres. Donc, notre perception de la crise sera différente et notre manière de la gérer le sera tout autant. Ce qui est une crise pour vous, monsieur, eh ben, pour vous, madame, ça ne vous empêchera même pas de dormir. Alors certes, il y a des crises qui sont plus importantes que d'autres. Quand des vies humaines sont en danger, par exemple, tu as une prise d'otage. C'est grave une prise d'otage, mais pour autant, ça va résonner de quelle manière chez l'individu? Si cette prise d'otage est dans un pays étranger, éloigné géographiquement, qu'il aura du mal peut-être à se situer sur une map monde. Non, sérieusement, les gens sont d'une autre nationalité, une autre communauté, victimes d'une affaire dont ils ignorent vraiment les mécanismes politiques sous-jacents. Vous pensez que ça va faire écho chez lui d'une manière plus importante que le conflit qu'il a eu le matin même avec sa conjointe, ou encore avec son ado qui ne voulait pas se lever pour aller au bahut et qui veut arrêter ses études, encore. Ou avec son patron, son N+1 avec qui il est en friction depuis 6 mois, et à cause de qui il est en arrêt de travail pour burn-out depuis 3 semaines. Je rappelle quand même que la deuxième cause de mortalité en France, après les maladies bien évidemment, c'est le suicide. C'est 3 fois plus que les accidents de la route. C'est simple, en France, c'est 1 par heure. Là, durant le temps de mon intervention, il y aura 5 tentatives. Statistiquement, celles-ci finiront à l'hôpital, fort heureusement. Comme quoi l'on met fin à ces jours de l'impossibilité de gérer ses propres crises. En 1900, l'opportunité d'intervenir sur la plus grosse prise d'otage de membres de forces de l'ordre connue à ce jour. C'est sur une petite île française au large du Pacifique, en Nouvelle-Calédonie. Cette île s'appelle Ouvéa. Les Kanaks, les autochtones, voulant faire entendre leurs besoins d'indépendance, eh bien attendent le premier tour des élections présidentielles entre le président sortant, François Mitterrand, et son Premier ministre Jacques Chirac. Et à 2 jours du premier tour, décident d'attaquer une brigade de gendarmerie. Ils abattent 4 gendarmes, en laissent un 5e pour mort et prennent les 27 autres en otage et vont se cacher au beau milieu de la brousse. Le temps de se rendre sur place, 30 heures d'avion, de les retrouver. Effectivement, on se retrouvera face à eux 5 jours plus tard, au plein milieu de la jungle, et ils se cachaient dans la grotte sacrée du dieu Wateto. Mais toute tentative de communication se soldait par des coups de feu de leur part. Alors, avec 5 de mes camarades, on décide de se rendre comme otages volontaires pour les infiltrer, pour prendre la température, comme on dit, de l'intérieur entre nous, en souplesse. Mais nous étions face à des idéologues politico-mystiques et le dialogue était impossible à mettre en place. En revanche, on a réussi à se faire infiltrer des armes, ce qui nous a permis d'assurer la sécurité de l'intégralité des otages, certainement condamnés, durant l'intervention de mes camarades, 8 jours après. Qui aurait cru que presque 3000 ans plus tard, la stratégie du cheval de Troie fonctionnerait. Alors c'est grâce à l'addition de 2 choses, ou plutôt 3. Déjà l'imagination. Et puis, c'est grâce à l'agilité collective. L'agilité collective, c'est des individus, ou plutôt des groupes d'individus qui ont un objectif commun, plus. On appelle ça le but supraordonné. Eux avaient un but ultime, c'était libérer les otages. Tant mieux, j'en faisais partie. Mais pour ça, pour que ça fonctionne, il faut leur laisser une certaine marge de manœuvre. Il faut leur laisser le respect d'initiative. Ça peut fonctionner à des moments clés, tant que ça va dans le sens du groupe et de l'objectif. Garder un lien ininterrompu avec le ou les protagonistes. Ça, c'est le rôle du négociateur. Eh bien, on en a fait une méthode de résolution des crises. Au GIGN, la négociation stratégique était née. Alors, c'est quoi très exactement cette négociation? C'est la faculté d'adaptation qui est nécessaire et permanente, permettant de stopper un acte, pouvant porter atteinte à des vies humaines. Alors, vous allez peut-être vous dire, putain, ça colle bien à ce qu'il vient de raconter. Forcément, ça vient de moi. Mais non, plus sérieusement, il est très facile de s'approprier, il suffit de changer la fin. Pouvant porter atteinte à l'image de la société que je représente ou qui m'appartient. Pouvant porter atteinte au chiffre d'affaires de cette entreprise. Et d'un point de vue plus personnel encore, pouvant porter atteinte à la vie de mon couple, pouvant porter atteinte à la stabilité relationnelle avec les membres de ma famille, avec mes amis. La négociation va nous permettre de mettre les choses à plat, va nous permettre d'ouvrir des champs d'approche, de travailler dans une entente commune, peut-être même un univers de confiance.
En tout cas, d'avoir une conscience accrue d'une situation à un moment donné face à une alternative qui se voulait conflictuelle. Mais pour ça, il va falloir échanger, il va falloir communiquer. Alors on va le faire comment? De manière intuitive, avec notre sixième sens? Ouais, ça peut marcher, parfois ça marche. C'est quand même prendre un gros risque. C'est prendre le risque que l'affaire nous échappe et qu'elle bascule entre des faveurs. C'est quand même prendre le risque de perdre beaucoup. C'est peut-être même prendre le risque de tout perdre. Des otages, un gros client, notre travail, notre conjoint, notre famille, nos amis, bref. On voit bien que là, tous autant que nous sommes, négociateurs d'un jour, sommes plongés en permanence dans l'univers des théories de la relation interpersonnelle et de la psychologie sociale que nous devons connaître quand même à minima, de manière à pouvoir se préparer, de pouvoir anticiper, éviter de devoir négocier dos au mur. C'est la plus risquée, c'est celle qui a le moins de chances d'aboutir. Comme le disait Benjamin Franklin, sans plan, sans préparation donc, c'est l'échec assuré. Alors à partir de là, il faut qu'on ait une réflexion sur nos possibilités d'agir. Le fait-on seul? Le fait-on avec une aide? Je vois 3 axes de réflexion. Tout d'abord, quelles sont nos barrières morales? Là, on risque de revenir à notre histoire personnelle, à notre éducation. Et puis, quelles sont nos capacités du moment? Des capacités qui sont physiques, des capacités mentales, des capacités émotionnelles. Où en sommes-nous? Et quelles sont nos marges de manœuvre? Des marges de manœuvre qui sont liées à notre poste, à notre statut. Des marges de manœuvre qui vont être économiques, juridiques. Des marges de manœuvre qui peuvent être sociales, politiques même. Dois-je négocier la libération de 200 otages dans un avion de ligne, comme celui qui a été détourné en cette veille de Noël à Alger en 1994? Ou dois-je négocier avec un client? Et ce client, c'est un petit, c'est un gros, un client important. Peut-il perturber le fonctionnement de l'entreprise? Risque-t-il de la mettre en péril? Or, je ne sais pas si je vais vous rassurer, mais les mécanismes restent les mêmes. Seule la prise de risque que l'on s'accorde sera différente. Cette prise de risque, elle va dépendre d'enjeux qui nous sont propres et du degré d'application que l'on voudra bien investir dans cette négociation. À partir de là, une fois qu'on est au clair, on va se poser légitimement 2 questions. C'est jusqu'où suis-je capable d'aller? Que puis-je raisonnablement accepter? C'est notre limite droite et notre limite gauche. C'est 2 questions que l'on devra garder en tête tout au long de la négociation. Alors maintenant, quelle est la première des choses à faire? Surtout, ce n'est pas de rien faire. Parce que ne rien faire, ne rien dire, ne pas répondre à celui qui est en face de nous, c'est lui envoyer le message de « tu ne m'intéresses pas ». Je suis hermétique à tes arguments parce que pour moi, tu n'existes même pas. Il faut savoir que celui qui ne répond pas, il a son image d'impacté à 80%. Il est jugé odieux, prétentieux, arrogant, humiliant. Les 2 tiers des récepteurs vont se sentir mal compris, peu considérés, humiliés donc, blessés. On part du postulat que l'on ne peut pas ne pas communiquer. Comme le disait Václavic du Mental Research Institute de Palo Alto. Il fait partie de ce groupe de chercheurs qui ont ramené la systémique dans le giron des relations interpersonnelles. Et ne rien dire, ne rien faire, c'est un comportement. Donc il n'y a pas de non-comportement. Et s'il n'y a pas de non-comportement, la communication, elle est permanente. Alors on va la faire comment cette négociation? Comment va-t-on l'entamer? Moi, ce que je préconise, c'est le face-à-face. Pourquoi? Parce qu'en face-à-face, on peut faire plus amplement connaissance avec l'autre. On va tisser du lien. On va faire preuve d'empathie. Si on fait preuve d'empathie, on va avoir un pouvoir apaisant sur lui. D'ailleurs, une communication en face-à-face qui est bien gérée, on appelle ça un outil de désamorçage. Si on parle d'outil de désamorçage, on est déjà dans la gestion du conflit. Alors, ça va nous permettre de mieux comprendre, mais également de bien se faire comprendre. Ah oui, parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais on peut mal se faire comprendre. Parce que quand on communique, quand on parle, ce n'est pas uniquement avec le vocal, mais c'est avec le tonal, le postural, la gestuelle, l'attitude, le comportement, l'aspect vestimentaire. Et chaque canal de communication doit confirmer l'autre. On parle d'ailleurs de confirmation interactive permanente. Quand vous êtes face à quelqu'un, comme vous, en face de moi en ce moment-là, vous faites en permanence une sorte de mini-profiling. C'est la raison pour laquelle vous entend dire parfois autour de nous, quand on ne se dit pas soi-même, tiens, elle ou lui, je ne le sens pas. Effectivement. Alors que quand ta présentation est bonne, on est déjà dans l'effet de halo. C'est un processus cognitif qui est inconscient, qui éclaire la représentation de l'autre. Ça va orienter la relation, ça va la déterminer. On dit même que ça la contamine. En tout cas, ça va laisser une idée générale favorable, ou pas. Ouais, parce que dans le cas contraire,
Si on tente d'imposer quelqu'un que l'autre ne veut pas voir, ne veut pas entendre, eh bien, il va se poser des doutes sur son positionnement, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait. Et là, il y a un autre processus cognitif, pas de chance, c'est celui de la réactance. Il va prendre ça pour une atteinte à sa liberté d'expression. C'est quand même dommage, vu qu'il y a des choses intéressantes à vous dire, des choses fondamentales, peut-être même cruciales d'ailleurs. Et on se rend d'accord qu'en communication dite de crise, la première des choses, c'est de ne pas laisser surgir de certaines pulsions, comme l'irritation, l'agacement, la colère, le dédain, la haine même. C'est déjà une première victoire dans la négociation. Pour terminer, je voudrais que lorsque vous êtes face à une crise, posez-vous tout d'abord 2 questions. Pour quelle raison et à cause de quoi? Quel a été le facteur déclenchant? Le dénouement se trouve certainement dans la réponse à ces questions. Je vous remercie.